depuis le confort d'un studio climatisé. Histoire de passer le temps, vous souhaite la bienvenue, chers auditeurs et chères auditrices. Une émission assez éclectique, comme nous les aimons bien. D'abord, laissez-moi vous présenter nos collaborateurs et collaboratrices d'aujourd'hui. Daniel Lemire, bonjour. Bonjour. Nadine Auclair, bonjour. Salut Valérie. Allô. Maude Savaria, bonjour. Allô. Et en quarantaine, de l'autre côté de la vitre, notre régisseur Gabriel Thériault. Bonjour. Et enfin, moi-même à l'animation, Valérie Beaulieu-Paquette. J'ai oublié aussi, on a un nouvel auditeur en studio. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour, il y a Jean-Noël Roland. Jean-Noël Roland, bonjour. Donc, Daniel Lemire, c'est ta première chronique aujourd'hui. C'est un nouveau collaborateur de l'émission, mais un vieux de la vieille avec qui je peux m'adonner à mon activité favorite, c'est-à-dire parler de la Chine. Il poursuit la rédaction de mémoire en histoire à l'UQAM à propos du projet révolutionnaire de Chiang Kai-shek durant la Première Guerre mondiale. Sa première chronique aujourd'hui abordera les 4 écoles de pensée qui ont chacune jeté les bases de la philosophie chinoise. Je crois que on est tous mûrs pour ces découvertes à histoire de passer le temps. Moi, je suis prêt, là. T'es prêt? Ouais. Ben, ça fait assez longtemps que je parle de la Chine, là. On peut entrer dans le vif de leur pensée. J'ai hâte. Ouais. On n'était pas dans le vif encore? Non, pas encore. Okay. Il y a 5000 ans d'histoire. Oui, Ça va être très bref. Donc, Nadine, quant à elle, nous parle des Sonderkommando, ces unités de prisonniers juifs assignées au très troublant travail dans les crématoires des camps d'extermination. Oui, sujet lourd. Sujet lourd, mais sujet important. Oui, et effectivement. enfin, notre animatrice Maude est de retour au banc des chroniqueurs pour nous rappeler que l'amour existe. Peut-être. Ben, ça va être un sujet léger, en tout cas, Oui. pour bien terminer votre vendredi. Excellent. Avant tout, Gabriel, tu nous ferais-tu le plaisir de partir le bal avec un fait historique? Ben oui, certainement. En fait, je suis très heureux d'être avec vous en studio par une très belle émission en perspective. On est quand même une belle ribambelle, encore une fois, de chroniqueurs. J'aime ça dire ribambelle, là. Je trouve ça magique. Donc, aujourd'hui, toutes les Québécoises et tous les Québécois se souviennent. Parce qu'en cette date, le 15 février, on se souvient qu'il y a 180 ans, en 1839, 5 patriotes ont été pendus publiquement à la prison du Pied-du-Courant pour leur crime de haute trahison envers la couronne impériale britannique. Donc, il s'agissait de la dernière série de pendaisons depuis le dénouement des rébellions en 1838. Donc, les malheureux révolutionnaires étaient Chevalier de Lorimier, notaire, Charles Hindelagne, un militaire français, Pierre-Rémy Narbonne, huissier, Amable Daunet, cultivateur, et finalement, François Nicolas était instituteur. Donc, ces hommes, comme vous l'avez remarqué, sont d'origine sociale différente, mais au destin commun, car ils ont pris part à la rébellion de 1837, mais également à la seconde de 1838. Donc, Amable Daunet et François Nicolas avaient été accusés du meurtre d'un espion loyaliste, mais avaient été acquittés par un jury composé de Canadiens-Français. Or, ils sont tout de même condamnés à mort suite à la fin du procès le 6 février 1838. Pour les 3 autres camarades, c'est à la bataille d'Oldtown que ça s'est mal passé pour eux. En fait, ils étaient rassemblés sous l'égide de l'organisation paramilitaire et secrète des Frères Chasseurs. Donc, c'était une ultime tentative qui a été résultée par un échec. Donc, Narbonne a été arrêté pour la seconde fois après avoir été amnistié par Lord Durham en 1837. Sa femme va même décéder lorsqu'elle va apprendre la nouvelle l'arrestation de son mari. Donc, Narbonne va avoir une haine viscérale des colonisateurs britanniques et ça va transparaître tout au long de sa marche vers son exécution. Pour le cas de Hindelagne, il est un étranger. Il a été intercepté après la bataille. Il va être emprisonné malgré le fait qu'il n'était pas un sujet britannique. Il va être également condamné à mort le premier jour de son procès. Puis, quant à Chevalier de Lorimier, il est le plus connu, notamment en raison de son rôle politique prédominant, mais également par son testament politique qui a été largement diffusé. Donc, c'était des écrits sous forme de lettres à sa femme, ses compatriotes et pour sa nation. Il a été, oui. Pour les frères chasseurs, est-ce qu'il y en a qui se sont exilés aux États-Unis, qui ont réussi à s'enfuir? Oui, en fait. J'ai déjà parlé de Guillaume Lévesque, en fait, qui est un de mes personnages préférés. En fait, lui va se faire capturer, mais va être exilé, justement. Mais lui, au lieu de prendre le bateau pour aller en Australie, le chanceux va aller en France. Il va faire toutes sortes d'aventures pour revenir en 1845, là, mais il va y en avoir plusieurs qui vont s'échapper puis qui vont revenir après l'amnistie, c'est ça. Puis dans le fond
pour venir à Delorimier, lui, ben il va être jugé en même temps que les chefs patriotes de Beauharnois, mais par contre, lui va être le seul exécuté, même si les chefs de Beauharnois vont être condamnés à la potence. Donc, ces 5 patriotes ont été pendus le matin à 9h, le 15 février, devant une foule silencieuse, mais en partie indisciplinée. Parce que il y avait le journal Tory de Montreal Herald qui vont inviter des loyalistes justement à venir assister à l'exécution des dits traîtres. Donc, pour finir, en fait, j'aimerais penser aussi aux chefs indépendantistes catalans, donc présentement qui subissent leur procès pour haute trahison et rébellion envers la couronne espagnole. Donc, ce combat pour la libération d'une nation subordonnée fait face malheureusement à une justice qui est encore arbitraire, injuste et empreinte des délires d'une autre époque. Wow, tout à fait. Oui. Belle analyse politique, mon cher. Ouais, ben c'est ça, c'est une journée de commémoration, donc on met plus de politique. D'ailleurs, parlant de commémoration, il y a encore, je me trompe, il y a encore la porte devant laquelle ils ont été pendus. Oui, c'est ça. En fait, on peut visiter la prison du Pied-du-Courant. En fait, là, ça appartient à la SAQ, la Commission des liqueurs. Donc, leur bureau est situé au même endroit, puis il y a un musée, puis c'est gratuit, justement. Je pense que c'est fermé l'hiver, là. Ça restera à vérifier, là, mais c'est une belle visite. Assez constructive. Parfait. Merci beaucoup, Gab. Merci à vous. Donc, mon cher Daniel Lemire, je vous passe le bâton de parole. Ouais, et justement, pour parler de pensée chinoise, il faut retourner plus de 2500 ans dans le passé. En Chine, c'est toujours très loin. Un petit peu vertigineux, mais à peine. C'est ça. Pendant la longue mort de la dynastie des Zhou, qui, entre 750 et 250, voit son pouvoir tranquillement s'effriter, l'empereur devient de plus en plus faible, ses vassaux commencent tout simplement à s'entretuer, et surtout vers la fin de cette période-là, donc ce qu'on appelle la période des royaumes combattants, de 450 environ à 250, c'est le carnage absolu. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va formuler plusieurs solutions, ou tentatives de solutions pour régler la crise morale, évidemment politique, qui existe à l'époque. Alors évidemment, il faut commencer avec notre ami Confucius, qui est le premier dans la série, on pense qu'il est né autour de 551 avant Jésus-Christ, il serait décédé en 479. On sait que jusqu'à 50 ans environ, il s'est consacré à la politique, ou du moins il a essayé d'influencer les politologues de son époque. Et ensuite de ça, un peu par dépit, il va se consacrer exclusivement à l'éducation. Dans le fond, sa solution au problème de la Chine, c'est donc une éducation morale pour tous, mais surtout les souverains, qui devraient cultiver leur humanité. C'est dans le fond la valeur centrale du confucianisme, le Ren. Et dans le fond, c'est l'idée qu'aucune autre valeur a de sens si on les prend pas en considération dans la relation avec les autres. La relation par excellence de Confucius, selon lui, c'est la relation entre le père et le fils. Le fils doit donc, pour cultiver son humanité, faire preuve de piété filiale envers son père, donc l'aimer mais aussi le respecter. Et inversement, son père, lui, a des devoirs envers son fils. Le tout, encore une fois, est tenu ensemble par l'humanité, mais aussi la confiance, la loyauté et plusieurs autres valeurs. Et tout ça va se refléter aussi dans les relations entre mère et fille. Pas mère et fille, mais je veux dire père et mère. Oui, c'est ça. Puis aîné, cadet, ami. Il y a toujours cette notion-là de hiérarchie qui a la même dynamique. Il y a toujours un dominant, un dominé, c'est sûr, mais qui doivent être faites moralement. C'est aussi ça la base du système politique. Donc, selon Confucius, c'est le souverain, c'est le père, et le peuple, c'est le fils, et il y a la même logique, encore une fois, qui doit être appliquée. Et pour extérioriser ou pour donner un corps à ces valeurs-là, évidemment, qui sont invisibles, il faut pratiquer les rites, selon Confucius. Donc, tous ces petits rituels pour lesquels les Chinois sont très connus, dans le fond, sont une manière d'extérioriser nos valeurs, notre moralité. Donc, ici, on parle, par exemple, par exemple, les funérailles qui doivent être très longues. Le deuil de 3 ans. C'est ça, le deuil de 3 ans. Donc, tout ça permet d'extérioriser notre manière de vivre, puis notre moralité. La deuxième solution, c'est celle du Moïse, qui ne doit pas être confondu avec le Maoïsme, qui a été formulé par Maître Mo après la mort de Confucius. On sait que Mo était d'origine plus modeste, donc sa solution était un peu plus pragmatique et austère. Donc lui, il considérait au contraire que ces fameux rites-là du confucianisme étaient juste une représentation du luxe d'une élite.
Et au contraire, c'était un poids énorme sur les pauvres paysans, justement. Faire 3 ans de deuil, c'est inacceptable selon lui. Parce que tu peux pas travailler pendant 3 ans. C'est vraiment ridicule. Alors, lui, il considérait que c'était ça un peu le début du problème, puis il remonte plus loin en considérant que, justement, cette conception-là de la famille comme étant le modèle pour comprendre la société en général, c'est ça qui est la source des conflits. Donc, dans le fond, la distinction entre, par exemple, un clan puis un autre clan, c'est la source des conflits, puis les guerres ensuite de ça entre les royaumes, etc. Et donc, sa solution à lui, c'est l'amour universel, qui, faut pas se mélanger avec la traduction, a très peu de dimension affective. C'est pas Jésus ici. C'est vraiment plus l'idée qu'il faudrait aimer un peu tout le monde également, sans distinction familiale ou quoi que ce soit, justement pour éviter les risques des guerres, par exemple, ou de conflits. Une autre solution du Moïse, ça va être la méritocratie. On met pas en doute l'importance d'un monarque, mais par contre, on veut qu'il soit bien entouré. Finalement, ce groupe-là est très connu pour ses bandes armées qui vont devenir des spécialistes de la guerre de siège, puis ils vont aller se prêter à la défense de plusieurs petits royaumes pendant la période. Ils vont devenir assez redoutables et un peu fanatiques. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la méritocratie? La méritocratie, c'est justement le gouvernement de ceux qui le méritent. Donc, dans le fond, justement, ici, il faudrait qu'on ait des gens compétents au pouvoir. C'est pas une demande énorme, mais à l'époque, c'était beaucoup parce qu'évidemment, c'était les nobles. C'est beaucoup de clientélisme. C'est ça, et les nobles étaient loin d'être compétents, en fait. Généralement, ils l'étaient pas. Donc, la compétence avant le sang. C'est ça. Mais c'était pas aussi, là, j'en connais très peu, j'ai peur de dire des bêtises, mais c'était pas super compliqué de devenir un eunuque, éventuellement, dans les dynasties qui vont suivre, qu'il fallait apprendre par cœur des centaines et des centaines de pages. Oui, donc le système impérial, devenir un fonctionnaire, pas un eunuque, mais un fonctionnaire, c'était très difficile. Mais à l'époque, on n'est pas encore rendu là, justement, on est encore dans des administrateurs qui sont essentiellement nobles parce que la Chine est encore féodale. Donc, on n'est pas encore dans la transition. Ça va peut-être être dans une autre chronique, justement. Ça me fait penser que j'ai envie de faire une chronique sur les eunuques. Ouais. Alors, ensuite de ça, la troisième solution, si on peut appeler ça de même, à la crise de l'époque, c'est celle des taoïstes, qui sont un peu étranges. Ils ont une foi énorme dans le Dao, qui est un concept, encore une fois, très difficile à traduire en français, mais qui la meilleure manière de le voir, c'est la personnification de la nature, mais comme un tout. C'est pas une entité séparée, au contraire. Peut-être un parallèle, ça serait dans notre tradition à nous, ça serait le cosmos des stoïciens, mais c'est pas Dieu. Même là, ouais. C'est ça, c'est vraiment pas Dieu, donc c'est vraiment étrange. Mais dans tous les cas, les deux penseurs les plus connus de l'époque, c'était Zhuangzi et Lao Tzu. Le premier, sa solution à la crise, c'est de quitter la société, tout simplement. Il est un ermite et de vivre avec le Dao, dans le fond, juste accepter son sort, si on peut dire. Il est très intéressant, il va faire des critiques du langage qui précèdent Foucault de loin, et aussi de la vérité, puis finalement même de la réalité. Donc, intéressant, mais c'est pas tellement la meilleure solution à l'époque. Ensuite de ça, on a Lao Tzu, qui est un petit peu plus concret pour un taoïste, évidemment. Lui, son texte, on sait qu'il a probablement été écrit en fait par plusieurs personnes, ce qui explique pourquoi certains passages sont des guides de respiration Qigong et que d'autres sections sont des appels à un primitivisme et d'autres à l'autoritarisme. Donc c'est un peu étrange, mais il y a quand même un ordre dans tout ça, et ça permet de comprendre que les taoïstes étaient des grands avocats du Wu Wei, donc la non-action, ce qui n'est pas nécessairement idiot quand on considère qu'à l'époque, la manière d'être proactif, c'est de faire la guerre. Donc, si on est un petit peu moins proactif, c'est mieux. Mais la non-action, c'est aussi... ça peut être une stratégie militaire en soi, parce qu'on laisse plus de temps à l'ennemi de faire des erreurs. Exact. Par la non-action. Donc, il y a vraiment une profondeur ici que je peux pas nécessairement aborder, mais d'habitude, on regarde ça un peu en riant, mais en fait, c'était vraiment très cohérent. D'ailleurs, Lao Tzu va aussi opérer un renversement aussi dans des valeurs. Donc, dans son texte, il renforce des valeurs qui sont associées à la femme, et inversement, il diminue des valeurs qui sont associées à l'homme. Donc ici, il y a vraiment une volonté de déconstruire avant l'heure une culture masculine qui est agressive et violente. Et finalement, toujours très concret, Lao Tzu considère que le devoir du souverain, ça serait de s'asseoir sur son trône, de regarder vers le sud et de se laisser embrasser par le Dao. Et ensuite de ça, le peuple aussi pourrait l'être et tout irait bien. Fait que dans le fond, juste respirer. Exactement. Puis ça serait parfait, puis tout irait mieux. Mais évidemment, c'est très utopique, mais ça va avoir une énorme influence, évidemment, sur le reste de la tradition chinoise. Finalement, la dernière solution, si on peut le dire, c'est celle des légistes, qui va arriver plus tard dans la période, donc pendant justement les royaumes combattants, donc où est-ce que ça va très très mal.
c'est plus un programme politique qu'une philosophie, mais il y a quand même une base. On voit vraiment l'humain comme étant presque incompétent, contrairement justement à Confucius puis à Mao qui considérait qu'il y avait une chance de se perfectionner. Là, au contraire, on n'a aucune confiance là-dedans, donc on préfère plutôt encastrer le peuple, mais aussi le roi, qui lui aussi peut être incompétent, dans la loi et par extension dans un projet d'État presque moderne. Alors, évidemment, comme je viens de le dire, la pierre angulaire de tout ce système-là, c'est la loi, qui doit être compris ici comme un système de loi écrit, de punition et de récompense. Les punitions, c'est généralement la mort, et les récompenses, ça varie, mais ça dépend. Mais dans le fond, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il n'y a aucune distinction de classe. Donc ici, on reprend déjà un peu l'idée de l'égalitarisme du maoïsme, mais qu'on le pousse plus loin. Puis ça, c'est une énorme révolution légale à l'époque. Sinon, on pousse encore une fois cette idée-là de méritocratie plus loin. Donc on commence déjà un peu à avoir des examens qui vont former par la suite le corps des fonctionnaires. Donc on commence à voir le squelette. Mais encore un peu comme dans toutes les autres formes de pensée, la pratique et la théorie sont deux choses. Donc, le fait de ne pas voir de classe, c'est à savoir si c'était vraiment appliqué C'était appliqué au début, surtout pendant la période des royaumes combattants, qui va justement permettre au royaume d'Étienne de triompher de cette longue joute-là de 5 siècles. Mais après, justement, on va commencer à diminuer cette pratique-là. Justement, quand, après une brève guerre civile, les Han vont prendre le pouvoir et vont opérer une synthèse des 4 idéologies que je viens de présenter ici. Ils vont prendre la morale, par exemple, du confucianisme, la méritocratie du maoïsme, la spontanéité du taoïsme et évidemment tout l'appareil d'État du légisme pour former une idéologie d'État qui va être extrêmement puissant. Mais là, on va commencer à jouer avec, justement, par exemple, la notion de classe va réapparaître. Donc, tout va se balancer pour former une idéologie de 2000 ans qui va être le sujet d'une chronique future. Parfait. Je me demandais vite comme ça, est-ce que tu serais d'accord pour dire que présentement on dénote un peu le retour du confucianisme en Chine? Oui, il y a un retour du confucianisme en Chine depuis maintenant une dizaine d'années au moins, en fait, celle en Chine continentale. Puis c'est une réutilisation évidemment par le gouvernement pour se légitimer parce qu'ils peuvent plus se dire marxistes évidemment. Oui, donc, c'est ça. Donc c'est parce que j'ai vu qu'il y avait un retour au sein des universités, au sein des écoles. Mais d'ailleurs, il y a plein d'écoles confucianistes. C'est l'académie Confucius. Qui a ouvert un peu partout dans le monde, qui ont fermé après un peu partout dans le monde. Oui, c'est ça. C'est vraiment une stratégie géopolitique c'est ça. pour rendre plus moral justement le projet de monter en de domination mondiale. C'est ça. Donc faut jamais oublier le légiste qui est derrière un peu, qui va suivre puis continuer à être toujours là un peu dans la pensée chinoise. Merci Daniel, moi j'ai trouvé ça super intéressant. J'espère. Bref, donc je vais nous envoyer en musique pour se détendre un peu le cerveau. Mon cher Gab? Oui, dans le fond, on va écouter un morceau de la bottine souriante, là, mais qui est pas vraiment connu. En fait, c'est une valse et elle s'appelle la valse des Belugas.
de retour à Histoire de passer le temps et bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous. Je passe maintenant la parole à Nadine qui nous parle des Sonderkommando. Ben oui, un sujet très sombre aujourd'hui, en fait. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Avis aux sensibles. Oui, avis aux sensibles. Mais je tiens à souligner, en fait, à mon dernier passage ici, on avait souligné le triste anniversaire de la libération, l'anniversaire de la libération d'Auschwitz, qui est célébré le 27 janvier. Et quelques jours plus tard, en fait, j'ai vu ça passer, des sondages qui auraient été menés auprès des jeunes Canadiens qui disaient que c'est un peu moins de 50% des jeunes Canadiens et Canadiennes qui ne connaissent pas l'histoire de l'Holocauste. C'est énorme. C'est énorme, surtout quand on pense que c'est très près de nous dans le temps, mais aussi c'est très près de nous dans l'actualité. Donc, toute la question du racisme, en fait, des néo-nazis, exactement, de la suprématie blanche et tout ça qui revient. Donc, c'est important de parler de ces sujets-là, aussi lourds soient-ils. Tout à fait. Donc, pour ceux qui s'y connaissent moins, en fait, sur l'histoire de l'Holocauste, je commence avec un petit prologue. Donc, quand Adolf Hitler arrive au pouvoir en Allemagne dès 1933, il est à la tête du Parti national socialiste des travailleurs allemands, surtout connu par son abréviation, le Parti nazi. Un des fondements du nazisme, c'est la croyance en une hiérarchie raciale. Donc, au sommet de la pyramide, on a les Aryens, qui seraient des descendants des gens du Nord, et tout en bas de l'échelon, on a les Juifs. Les Juifs qui sont considérés par Hitler et par les nazis en général comme de la vermine qu'il faut exterminer, comme vraiment le mal-être européen. Donc, dès l'arrivée des nazis au pouvoir, il y a des mesures anti-juives qui vont se multiplier. Ça va se poursuivre pendant toutes les années 30 et au début des années 40. Avant de parler des Sonderkommando aussi, une importante différence à connaître, c'est la différence entre un camp de concentration et un camp d'extermination. Donc, souvent, les gens, on va mélanger les deux. Peut-être que c'est votre cas, c'est pas grave, ça arrive. Je vais vous expliquer ça. Donc, premièrement, un camp de concentration, c'est essentiellement des camps de travail. Donc, les premiers camps qui ont ouvert dès 1933, donc Dachau, ou comme on dit en allemand, Dachau, était l'un des premiers camps. Et eux, ils servaient principalement pour les opposants politiques, les criminels, les communistes, les homosexuels, etc. Donc, la vie, elle est dure dans les camps de travail. Il y a beaucoup de gens qui meurent aussi, mais c'est pas la principale machine à tuer du régime nazi. Donc, des camps de concentration, il y en a vraiment plusieurs. Je crois qu'il y en a un peu moins d'une centaine à travers l'Europe. Un camp de concentration, ça a commencé à exister à partir de 1941. Donc, d'extermination, oui. Est-ce que j'ai dit concentration? Oui. Oh, je suis désolée. Je voulais dire camp d'extermination. Donc, eux, ils ont commencé à exister dès 1941. Pourquoi 41? À ce moment-là, l'Allemagne commence à avancer à l'Est et il y avait un peloton spécial qui s'appelle les Einsatzgruppen qui s'occupe de fusiller les Juifs dans les nouveaux territoires conquis. Par contre, les dirigeants nazis vont vite se rendre compte que c'est pas la manière la plus efficace ni rapide pour éradiquer les Juifs. Donc, en 1941, on va ouvrir un premier camp à Chełmno, qui est aujourd'hui la Pologne. Et en 1942, les nazis vont établir un plan logistique pour procéder à l'extermination massive des Juifs d'Europe et vont décider d'ouvrir 5 autres camps d'extermination en Pologne. Donc, au total, il va y avoir 6 camps. Il va y avoir Chełmno, Belzec, Sobibor et Treblinka, qui vont être uniquement des camps d'extermination. Et il va y avoir Majdanek et Auschwitz-Birkenau qui seront à la fois des camps de concentration et des camps d'extermination. Est-ce que je dis encore concentration pour les autres ou... Non, ok, c'est bon. J'ai peur de refaire l'erreur. C'était tous des camps d'extermination. On est à l'affût, là. Donc, chacun de ces camps d'extermination-là vont être munis d'au moins, il peut y en avoir plus, mais d'au moins un crématorium, qu'on peut appeler aussi des crématoires ou des bunkers. Les crématoriums, c'est des complexes d'extermination qui sont munis d'une salle de déshabillage, d'une chambre à gaz et de salles de crémation. Et c'est là qu'entrent en jeu les Sonderkommando. Donc, je vous précise en fait que le terme Sonderkommando, qui veut dire Sonder veut dire spécial, commando ça veut dire commando. Donc, ces unités spéciales-là, c'était surtout le terme qu'on utilisait à Auschwitz. Ailleurs, on va les appeler surtout les Arbeitsjuden, donc les Juifs du travail. Par contre, vu que Auschwitz était particulièrement gigantesque, avec un total de 5 crématoriums, un crématoire dans le camp de concentration et
Je recommence, 1 crématoire dans le camp de concentration et 4 crématoires dans le camp d'extermination. C'est surtout le terme d'Auschwitz qu'on va retenir pour parler des Sonderkommando. Donc, qu'est-ce que des Sonderkommando? Eh bien, ce sont des prisonniers du camp, des Juifs donc, qui sont affectés au travail dans les crématoriums. Donc, ce ne sont pas eux qui vont verser le gaz dans les chambres. Donc, c'est pas eux qui procèdent à l'extermination, mais les Sonderkommando vont s'occuper du reste. Donc, ils vont être divisés en différentes équipes qui vont se voir attribuer différentes tâches. Il y a une équipe, entre autres, qui va d'abord aider les déportés à sortir des convois de transport pour ensuite nettoyer ces convois-là. Ils vont nettoyer les quais, de dégager les bagages, ce genre de choses-là. Ils vont s'occuper aussi de jeter les corps de ceux qui n'ont pas survécu au transport dans les fosses communes, le cas échéant. À la salle de déshabillage, ils vont aider ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas se déshabiller eux-mêmes. Et pour ceux qui ont vu la publicité de ma chronique sur Facebook, l'extrait que je vous ai que j'ai mis en fait, c'est ça qui arrive, c'est qu'il y a un convoi d'enfants qui arrive. La plupart d'entre eux sont en trop bas âge pour être capables de se déshabiller eux-mêmes. Et on envoie des Sonderkommando, dont les Blankfuss, pour aider ces enfants-là à se déshabiller avant de passer à la chambre à gaz. Mm-hmm. Ouais, c'est assez... ça a des frissons en ce moment, je pense que c'est normal. Ouais, c'est particulièrement atroce comme travail. Ben, un camp d'extermination, c'est atroce, point. Dans toutes ses formes, peu importe le poste qu'on occupe, mais les Sonderkommando aussi, c'est assez particulier comme situation. Les Sonderkommando aussi vont s'occuper de couper, de raser les cheveux, autant des femmes que des hommes qui vont se faire gazer dans les moments qui vont suivre, parce que les cheveux, en fait, c'est vu comme une matière. Donc, on va l'utiliser pour le rembourrage, pour des choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on prend soin, en fait, de couper ou raser les cheveux. Ensuite, les prisonniers vont être menés à la chambre à gaz. Ça, c'est les SS qui s'en occupent. Donc, c'est les SS qui s'occupent de verser le gaz. Pendant ce temps-là, les Sonderkommando, ils vont dépouiller les vêtements des prisonniers qui sont dans la chambre à gaz. Une fois ces Juifs-là exterminés, les Sonderkommando vont avoir la tâche de tirer les corps hors de la chambre à gaz jusqu'à la salle de crémation. Aussi, ils vont devoir nettoyer la chambre à gaz pour enlever les traces de sang, l'urine, les excréments. Ensuite, dépendamment des camps, on peut avoir une équipe de Sonderkommando qui va empiler les cadavres dans les fosses communes, comme c'est le cas à Treblinka, ou on va avoir une équipe qui va s'occuper de brûler les corps dans les fours à crémation et ensuite de disposer des cendres. Donc les cendres, on va soit les enterrer ou on va les jeter dans la rivière la plus proche. Donc, grosso modo, les Sonderkommando ou Arbeitsjuden, dépendamment des camps, ce sont des Juifs qu'on oblige à préparer d'autres Juifs qui, eux, vont se faire tuer. Et ce sont ces mêmes Juifs-là qui vont brûler les corps suite à l'extermination. Ce qui est tout à fait terrible à imaginer, là, parce qu'ils devaient en connaître, sûrement. Ouais, ben ça pouvait arriver. Des gens du... C'était pas non plus fréquent, parce que, bon, c'est connu que la famille, elle est complètement dispersée quand on arrive dans un camp d'extermination, mais dans un des témoignages, justement, que je lisais hier, il y a quelqu'un qui a reconnu son cousin. Oh my God. Et il a reconnu son cousin quand son cousin se déshabillait, donc il était encore en vie. Donc là, à ce moment-là, il a essayé de négocier avec les SS pour le sauver, en fait, et il s'est fait répondre, je cite, « Es ist scheißegal », ce qu'on pourrait traduire, disons, par « on s'en contre-calisse ». Oh boy, OK. Fait que, ouais, c'est assez... Puis aussi, je crois que c'est dans les carnets de l'Infos aussi que j'en ai vu un, que lui, il parlait de quelqu'un qui s'est jeté dans une fosse commune en feu parce qu'il a reconnu son fils. Mais je suis pas sûre si c'est dans les Blankfuss, mais en tout cas, j'ai déjà lu ça quelque part aussi. Donc, ça pouvait arriver. Donc, oui, c'est assez... c'est vraiment, vraiment terrible. Et ce qui est terrible aussi, c'est que après la guerre, il y en a beaucoup qui ont considéré les Sonderkommando comme des collaborateurs ou comme des traîtres. Ça a été vraiment un problème de mémoire aussi. Mais en fait, c'est problématique parce qu'être un Sonderkommando, ils n'ont pas le choix. Soit qu'ils obéissent sur le camp ou soit ils sont tués. Aussi, on choisit pas d'être un Sonderkommando, ce sont les SS qui nous désignent. Donc souvent, les SS, ils vont cibler des hommes assez en forme parce que c'est un travail qui est très dur physiquement. Pour des raisons évidentes aussi, les Sonderkommando vont vivre à retrait des autres prisonniers pour pas, disons, vu que eux ils sont vraiment au premier rang des horreurs nazies, on veut pas qu'ils répandent ces informations-là et que tout le monde se mette à paniquer. Et bon, il y a toute vraiment une logique de vouloir quand même... Pour éviter les révoltes aussi, j'imagine. Ouais.
Ouais, et d'ailleurs, parlant de révolte, il va y en avoir aussi chez les Sonderkommando. D'ailleurs, les Sonderkommando aussi qui sont aussi maltraités que tout le monde. Hein, donc, ils sont un peu mieux nourris vu que c'est une job physique, mais leur vie est pas moins en danger pour autant. Donc, ils peuvent se faire tuer s'ils obéissent pas. Et les SS ont aussi un certain intérêt, disons, à avoir un roulement chez les Sonderkommando parce que en tuant les Sonderkommando, ben on efface des preuves. Mm-hmm. Donc, ils sont vraiment pas plus à l'abri que personne. Et il va justement y avoir des révoltes. Donc, il y en a qui vont essayer de prendre les armes contre les SS. Ça va être le cas à Treblinka, à Sobibor, entre autres. Il y a toutes sortes de moyens imaginatifs qu'ils ont essayé d'entreprendre pour faire ces révoltes-là. Ils ont essayé de communiquer avec l'extérieur, mais les habitants des villages ne voulaient pas les aider. À Treblinka, ils ont placé un petit copeau de métal dans la porte du dépôt d'armes. Donc là, les SS ont fait venir des prisonniers serruriers pour réparer ça. Ils leur ont dit « Ah, mais on peut pas faire ça ici, il faut l'amener à l'atelier. » Le SS a dit « OK. » Bref, ça a été toute une histoire, mais finalement, ils ont réussi à prendre l'empreinte de la clé du SS, à copier la clé et à ouvrir le dépôt d'armes. Si je ne m'abuse, dans le film, justement, le fils de Scholz, c'est cette histoire-là qui est reprise. C'est possible, oui. Non, vous l'avez pas vu. Je vous le conseille. Ouais, mais ça fait... c'est intense, là, mais... Ouais, ben c'est toujours intense, en fait, de parler des Sonderkommando dans la fiction ou pas. Même les témoignages aussi sont particulièrement intenses. Mais oui, donc ils vont réussir à attaquer, à ouvrir le dépôt d'armes. Aussi, ils vont se faire des stratégies, comme ils vont avoir des unités de révolte dans des ateliers. À ce moment-là, quand tout le monde est prêt, on appelle un SS. Quand le SS arrive, on le tue, on cache son cadavre, on prend son arme, on recommence pour essayer d'avoir plus d'armes. Donc, il va y avoir des stratégies quand même. Mais au final, ça va pas mal toujours échouer parce qu'il va toujours y avoir des embûches. Donc, on n'arrive pas à mettre les plans à exécution. On n'arrive pas à se coordonner dans le temps. Les révoltes arrivent trop tôt. À Auschwitz, on va avoir aussi des Sonderkommando qui vont carrément incendier le crématorium numéro 4. Donc, bref, il va y avoir différentes tentatives de révolte chez les Sonderkommando, mais il y en a pas vraiment qui ont réussi. La logistique est tellement méticuleuse dans ces camps-là qu'il n'y a pas d'ouverture de toute façon. Non, c'est ça. Ben, premièrement, c'est très difficile de faire un plan, donc de s'arranger pour que le plan fonctionne. Tu sais, je peux comprendre que c'est pas évident. Donc, au final, en fait, ce qui est particulièrement intéressant et terrible à la fois chez les Sonderkommando ou les Arbeitsjuden, dépendamment des camps, c'est qu'ils sont vraiment aux premières loges des horreurs de l'Holocauste. Donc, c'est vraiment, disons, la preuve charnière qu'on peut avoir des atrocités qui ont été commises. Et aussi déprimant cela soit-il, je ne peux que vous conseiller de lire des témoignages de prisonniers qui ont été des Sonderkommando. Donc, je vous le dis, c'est extrêmement déprimant, mais c'est très révélateur des horreurs, c'est très sensibilisateur, et aussi, ça nous confronte à nous-mêmes. Donc, on se demande, nous, on ferait quoi dans cette situation-là? Et ça évoque une question très lourde aussi, qui est jusqu'à quel point est-ce qu'on tient à la vie? Est-ce qu'à ce moment-là, ça serait plus... Qu'est-ce qui est moral à ce moment-là de continuer à faire ce travail-là malgré ce qu'on fait pour essayer de rester en vie? Ou est-ce que c'est juste... Ou est-ce que c'est plus moral de se laisser tuer? À quel point on a un instinct de survie. Oui, exactement. Et d'ailleurs, quelque chose qui revient souvent dans les témoignages de l'Holocauste en général, c'est que pour survivre, il faut être égoïste. Donc ça, c'est une autre réflexion, en fait, qu'on tire de ça. Et ces témoignages-là, surtout ceux des Sonderkommando, c'est vraiment un wake-up call sur l'histoire de l'Holocauste. Donc, tu sais, tantôt, on parlait des jeunes qui en connaissent pas assez, en fait, sur cette histoire-là. Donc voilà, je le conseille vraiment à tout le monde, même si c'est déprimant. Et je termine sur une suggestion de lecture. Pour ceux qui nous regardent en Facebook Live, je suis en train de vous montrer la première de couverture. Ça s'appelle « Des voix sous la cendre ». Ça a été publié en 2005 et c'est un recueil dans lequel... En fait, c'est un recueil de témoignages de Sonderkommando qui ont travaillé à Auschwitz. Donc voilà, lecture très déprimante, mais qui va vraiment changer votre vie. Tu peux-tu le rapprocher de la caméra parce qu'il y a comme un reflet de lumière. Ok, fait que c'est marqué des voix sous les cendres manuscrits. Puis là, on voit pas super bien, mais je pense qu'on a compris. Je pense qu'on l'a compris. Ouais. On le voit super bien, merci. Écrivez-nous si vous voulez la référence, sinon. Ouais. Donc voilà.
Parfait. Merci beaucoup, Nadine, de ce rappel qui est vraiment, vraiment très important, en effet. Et je trouve aussi que ça montre que la difficulté qu'on a des fois en tant qu'historienne de lire des sources, puis oui, rapporter ça dans nos travaux et tout, mais d'aller dans ces archives-là, c'est difficile psychologiquement, puis ça, je pense que c'est important de rappeler là, que des fois... faut qu'on prenne des pauses dans nos archives tellement c'est rough comme sujet, fait que c'est pas ça devient difficile des fois faire de l'histoire. Faut être courageux des fois. T'as Yvan Jablonka qui a fait un livre sur ses grands-parents qu'il n'a jamais eu. Et justement, ça rejoint ce que Nadine a dit, où il essaie de voir ce que son grand-père est devenu dans le camp, et il a perdu toute trace, et il imagine que son grand-père, en fait, là, dans les fours, à s'occuper des cadavres. Mais ce qui est intéressant aussi en tant qu'historien, c'est voir tout le travail qu'il a fait en amont en archives, qui décrit vraiment à la perfection. Donc, je vous conseille la lecture de ce livre de Jablonka. Il est un historien aussi. Il est historien. Il y en a aussi, plusieurs. Oui, c'est ça. Il y a Saul Friedlander aussi, qui est un historien, je crois, en Californie, qui est un survivant des camps d'extermination. Je sais pas lequel, par contre. Auschwitz, je pense, mais je suis pas certaine. Mais bref, plein de lectures troublantes, mais vraiment... c'est comme un devoir. Je dirais essentiel dans l'ère qu'on est en ce moment, avec de plus en plus de groupes néo-nazis. Faut faire attention, puis faut de plus en plus se souvenir de ça et ne pas le reproduire. Non. Il y a un devoir de mémoire. Pas juste des néo-nazis, parce qu'il n'y a pas d'islamophobie au Québec. Ah, mais dans le terme néo-nazi, je rentre pas mal toutes les races. Ah ouais, on va dans toutes les gangs de racisme dans ça. Moi, je fais pas de distinction. Ouais. Ils en font pas non plus. Préciser que mon commentaire, c'était en référence à l'autre, là. Voyons, la CAQ. Oui, ça vient pas de moi. Notre premier ministre. Oui. Ouais. On le salue. Ouais, S'il nous écoute. Les messages. S'il nous écoute, l'islamophobie, ça existe. Bref, sur ce... On va prendre une petite pause, je pense, Gab. Ouais, on en a parce que besoin. moi, ça me fait toujours de quoi parler de l'Holocauste. C'est pour ça que je travaille pas là-dessus, justement. Ça oui, vraiment me moi non chercher. plus. Puis tantôt, on en parlait comme en pré-émission. Puis, tu sais, je me suis levé, puis j'étais à la salle de bain, là. Tu sais, je filais pas. Mais, parce que, tu sais, c'était quand même cru ce qu'on disait, là. Mais, néanmoins, c'est un devoir de mémoire. Puis c'est un devoir des citoyens aussi. C'est civique, là, comme propos. Mais bon, on s'en va en musique. La semaine passée, je vous avais mis du King Gizzard de Lizard Wizard. Oui. Et ils ont sorti une nouvelle chanson, fait que je vais la mettre. Elle s'appelle Psy Boogie.
retour à Histoire de passer le temps. On va changer de registre complètement. On se transporte il y a plus de 100 ans pour étudier un peu quelle stratégie était employée pour trouver l'être aimé. Ben oui. Sa tendre moitié. Ben et oui. peut-être espérer être heureux. Oui. Donc, on change un peu le ton. Et pour celles qui nous écoutent en balado, hier, c'était la Saint-Valentin. Hein? Je sais pas si vous avez fait quelque chose, pas moi. Mais je me suis dit que c'était une bonne occasion pour vous parler d'un sujet qui me titille un peu depuis un bout, les fréquentations. Donc, vous savez que je travaille sur un courrier du cœur, hein, parce que j'en parle souvent. D'ailleurs, tu avais fait une chronique là-dessus le 16 février, je crois, courrier du cœur de Colette. Il y a un an, presque jour pour jour, sur Colette, la journaliste que j'étudie. Mais le courrier du cœur, ça donne plein d'informations sur les fréquentations et les choses qui sont acceptables ou non là, dans ce processus-là. Et comme moi-même, je suis célibataire, je m'adonne à fréquenter des personnes quelquefois. C'est pas vraiment. Ah ben oui. Je te crois pas. Donc, je fais beaucoup de parallèles entre hier et aujourd'hui. Donc, j'aimerais vous parler de ça un peu là, dans ma chronique. Je vous dis tout de suite, c'est un peu ludique là, comme comparaison. Mais après la chronique de Nadine, je pense qu'on a besoin d'un peu de légèreté. De légèreté. Donc, voilà. Ce que je veux faire ressortir, là, quand même, c'est plus sérieux, là. C'est la manière dont on conçoit nos relations de nos jours. Ça sort pas de nulle part, hein. Puis même s'il y a tellement de choses qui ont changé, par exemple, les fréquentations, ce n'est pas vraiment chaste de nos jours, je ne crois pas. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas pour toi, Valérie. En tout cas, mais il y a quand même des constantes là, qu'on peut remarquer ou des choses qui restent. Donc, je vais me concentrer sur ma période de prédilection, le début du 20e siècle au Québec et sur les couples hétérosexuels. Il y a plus de sources. Aussi, je vais utiliser le terme là, jeune homme ou jeune gens et jeune fille, là, mais on parle de personnes adultes, là, donc plus de 18 ans ou même 21 ans, là, qui est l'âge de la majorité à l'époque. Donc, première étape avant de fréquenter, il faut rencontrer, rencontrer les gens. Et là, je sais pas si vous avez déjà entendu l'argument, là, entre gros guillemets, quand on dénonce le harcèlement de rue, là, qui dit, ben là, si on peut plus aborder les gens dans la rue, où est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un avec cette voix-là? C'est qui, lui? C'est ça. C'est pas moi non plus. Non, c'est pas comme ça que j'ai été mariée. Oh, il y a pas le droit, Jean-Noël, je pense, de dire ça. Bon, c'est un très mauvais point, hein, parce que ça a jamais été bien vu d'aborder quelqu'un comme ça dans la rue qu'on connaît pas. Hein? Au début du 20e siècle, c'est encore les mœurs victoriennes qui priment, et ça prône la réserve féminine. Donc, les femmes ne devraient pas parler aux hommes qu'elles ne connaissent pas ou les inviter en premier. Et ensuite, l'étiquette, la politesse, oblige les hommes à se faire présenter par quelqu'un d'autre avant de proposer une visite à une jeune fille. Donc, il y a toujours un intermédiaire là, connu avant d'avoir une date. Des entremetteuses. Non, mais ça peut juste être un ami, là. Voilà. Donc, si on avance un peu là, dans le siècle, l'intermédiaire devient un peu moins nécessaire pour l'homme qui peut tenter sa chance là, avec une petite note pour se présenter. Par contre, le double standard reste assez tenace. Une jeune fille bien élevée ne devrait pas accepter une telle invitation. Donc voilà. Donc la rue, le tramway, ce n'est pas le bon endroit pour rencontrer. On est d'accord. Donc où? Hein, le meilleur moyen de rencontrer, c'est l'entourage. Un peu comme aujourd'hui, hein, les amis de nos amis, c'est pas mal... Nos chums et nos blonds. C'est pas mal, c'est ça. Les meilleurs dates. Que ce soit en ville ou à la campagne... c'est l'entourage. Donc, puisqu'il faut un intermédiaire, quel meilleur moyen que de rencontrer des amis d'amis, des cousins d'amis, les enfants des amis des parents. Comme ça, on s'assure d'avoir la même religion, la même langue, la même ethnie. Et le sang pur. La même classe sociale. La même classe sociale. C'est ce qu'on appelle l'endogamie sociale. Mais c'est pas obligé d'être un peu sur des générations où tu sais il peut avoir des moldus aussi, c'est correct.
Petite référence à Harry Potter. J'ai dit que ça allait être léger. OK? Donc, l'endocamie sociale. Hein? Donc, les Canadiens français catholiques restent ensemble. Les protestants écossais aussi. Et c'est quand même mal vu de se mélanger. Puis ça, on peut le voir dans le courrier du cœur là, que j'étudie parce que si on présente un parti qui n'a pas la même religion ou pas la même ethnie, on va faire fais attention, c'est peut-être pas le meilleur parti pour toi. Le danger, c'est de perdre la femme, mais surtout ses enfants, à la religion catholique et à la langue française. Donc, il y a un côté nationaliste là-dedans un peu. Bon, c'est pas... c'est moins pire que ce que Nadine racontait, mais il y a un côté nationaliste ethnique quand même. Les problèmes là, de mixité sociale, ethnique et raciale vont augmenter là, plus le Canada devient diversifié avec l'immigration. Mais pour ceux et celles qui se le demandent, hein, les mariages entre cousins, ça par exemple, c'est correct. Hein? C'est pas si mal vu. Entre catholiques, il faut une dispense de l'Église pour se marier entre cousins. Mais c'est assez facile là, si le degré de cousinage est plus ou moins éloigné. Un autre facteur là, qui peut aider le mariage entre cousins, c'est si la situation familiale est problématique. Donc, le mariage va venir aider des personnes. Donc, par exemple, un veuf qui veut marier sa cousine, un veuf qui a des enfants, il va pouvoir marier sa cousine plus facilement parce que sa cousine va venir devenir la mère de ses enfants, là, va venir l'aider. Donc, ça va être plus facile. C'est aussi plus acceptable si la jeune fille elle se fait un petit peu vieille là. Si t'approches la trentaine, ben c'est ça devient un peu ta seule chance de mariage là, fait que c'est bien correct. Par contre, plus le siècle avance, plus les avancées médicales sont connues et ça devient de moins en moins bien vu de se marier entre cousins, surtout germains. Donc, des cousins germains, c'est quand tu as 2 liens de parenté dans ces cousins-là, parce qu'il peut y avoir des problèmes génétiques. J'espère que je ne vous apprends rien là-dessus. Oups! C'est noté, on va faire attention. Ouais, donc c'est la raison pour laquelle je ne date pas sur la Rive-Sud, parce que je viens de la Rive-Sud et il y a beaucoup de cousins au 2e, 3e degré dont je ne connais pas l'existence. Oui, mon frère, son meilleur ami au secondaire, de secondaire 1 à aujourd'hui, là, c'est encore son ami, on a découvert en secondaire 4 que c'était un de nos cousins. Eh ben... Ben oui. Bonjour à lui. Au 2e degré, là, donc le fils de la cousine à mon père. Bref, ça suffit, ma famille. Donc c'est bien parfois d'élargir les cercles sociaux. Il y a plusieurs facteurs qui viennent augmenter le besoin de lieux de rencontre en dehors de l'entourage. Donc il y a l'isolement des villages et des campagnes, l'augmentation des jeunes qui viennent travailler en ville, donc sans leur support familial, et l'augmentation des loisirs commerciaux au début du 20e siècle. Donc, il va y avoir de nombreux lieux qui vont être convenables ou non. Donc, voilà. D'autres qui le sont moins. Le lieu le plus convenable pour rencontrer, c'est les loisirs catholiques. Pour ça, il y a une scène là, dans le film sur Mary Travers, là, la Bolduc. Elle rencontre son mari dans une salle de loisirs catholiques. Donc, c'est une soirée de musique. Donc, ça vous montre un peu, ça a l'air de quoi. C'est bien parce que c'est chaperonné par le prêtre qui connaît tout le monde. Donc, on s'assure que ce soit des bons partis, au moins sur papier. Là. Ils viennent de bonnes familles. Pour les classes plus aisées, il y a aussi les bals. Là, toutes les jeunes filles, une fois qu'elles ont fait leur début dans la société, à 18-19 ans, elles sont présentées comme étant prêtes à se marier. Et là, elles ont un carnet de bal. Et les jeunes c'est hommes... comme un passeport, genre? Ouais, un peu. Puis les jeunes hommes vont s'inscrire. Puis c'est comme, ils vont donner un like, hein, ils vont swipe right. Non! Mais juste d'un côté, hein, la fille, comme, elle choisit pas vraiment qui s'inscrit dans son carnet de bal. J'ai dit que j'allais faire des comparaisons douteuses, hein, c'est ça. Et le carnet, là, va planifier sa soirée de danse pour rencontrer des garçons, hein. C'est un vrai speed dating. Pour les classes moins aisées, il va y avoir d'autres formes de sociabilité, comme les thés dansants, qui deviennent très populaires. Donc ça, c'est l'après-midi, on va danser chez quelqu'un, on danse plus qu'on prend le thé, là, d'habitude. Il y a aussi les soirées publiques de danse qui vont se donner dans des parcs, comme le parc La Fontaine ou le parc Sommaire que Amélie parlait la semaine dernière.
Mais ça, c'est plus dangereux et mal vu parce que c'est public, donc il peut y avoir n'importe qui peut nous voir. Et il y a plus de mixité sociale et de l'alcool. Et on se rappelle qu'au début du 20e siècle, les mouvements de tempérance, c'est assez actif. Une autre problématique des lieux de fréquentation vient du territoire. Hein? Le Canada, c'est grand. Et au début du 20e siècle, il y a beaucoup de plans de colonisation au nord ou à l'ouest par le gouvernement. Ce qui fait qu'il y a des jeunes hommes qui vont aller s'installer sur des homesteads, sur des terres données par le gouvernement pour les cultiver. Donc, on parle ici là, de l'Abitibi, de la Saskatchewan, des endroits comme ça. Donc, il y a des terres, oui, mais aussi l'industrie du bois et des chemins de fer. Donc, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes là-dedans. Donc, comment on fait pour rencontrer une jeune femme pour faire sa vie avec elle? Ben, virtuellement, hein, comme aujourd'hui. Donc, pour les rencontres virtuelles, on utilisait les lettres, hein, avant l'Internet. Mais ça reste complètement virtuel. Donc, tu sais pas c'est qui est à l'autre bout. Et il va y avoir des relations, des sentiments qui vont se développer avant la première rencontre, des fois. Dans d'autres cas, c'est presque toutes les fréquentations après la première rencontre qui vont se faire par lettre. Donc, la personne va revenir, admettons, dans son village en vacances, rencontrer une jeune dame. Ils vont se fréquenter par lettre, puis ils vont peut-être se voir 2-3 fois là, au final avant de se marier. Est-ce que les gens sextaient dans ces lettres-là? On le sait pas. C'est sûr que moi j'ai pas étudié ces lettres-là, fait que je peux pas te le dire. Mais c'est les mœurs victoriennes, fait que c'est sûr que ça devait être rempli d'euphémismes. Mais je sais que ça se faisait avant là. Si on lit les liaisons dangereuses là, qui est magnifique à lire, lisez ça. C'était que des lettres complètement sexuelles. En tout cas, c'est très beau à lire. Lisez ça. Mais il y a aussi des lettres. Comment rencontrer quelqu'un par lettre? Ben, ça va se faire par l'entremise des journaux. Il y a Dan Azoulay qui a analysé les lettres publiées par le Western Home Monthly de Winnipeg entre 1915 et 1924. Dans la revue, la colonne de correspondance est utilisée comme un intermédiaire de matchmaking, là, vraiment. Donc, les hommes et les femmes vont y décrire leur partenaire idéal et eux-mêmes ou elles-mêmes. On va aussi demander à l'éditeur de transférer une lettre à un autre correspondant pour mieux le connaître. Encore là, ça devrait être l'homme qui écrit en premier, puisque ce serait unladylike de faire des avances, sauf peut-être pendant les années bissextiles ou selon une croyance parmi les protestants, de ce que je comprends, les femmes pourraient faire les premiers pas. Mais là, ça, j'ai peu d'informations là-dessus. Si vous en avez, écrivez-moi. Fait que c'est une année sur 4, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça a l'air. Donc, avec la correspondante, par exemple, il faut faire attention. Hein, le catfishing, ça existait avant le terme. Je sais même pas c'est quoi du catfishing. C'est quand tu corresponds avec quelqu'un qui dit être quelqu'un d'autre que ce qu'il est vraiment. Oh. Ça m'est jamais arrivé. Voilà. Il y en a aussi qui vont écrire juste pour briser l'isolement sans le prendre au sérieux. Donc, Colette met en garde contre le fait de s'épancher dans ses lettres ou de faire beaucoup d'euphémismes. Parce que les écrits, hein, ça reste. Faut aussi faire attention à l'envoi de photos, puisque on ne sait pas ce que le jeune homme peut faire avec. Hein. Il peut la montrer à ses amis et dire du mal de la jeune fille, peut-être. Mais là, on parle pas de nudes. Hein. Ça, c'est actuel. On parle des portraits avec la robe jusqu'au cou, le collet, là. La robe à collet et tout, là. Fait que ça pouvait quand même être mal vu de montrer ça. Fallait pas le partager. Donc, et c'est toujours la faute de l'imprudente jeune fille si une photo est malicieusement partagée. Donc, réputation. Voilà. Donc, les rencontres par correspondance à vos risques, mais parfois nécessaires. Donc, une fois que tu as rencontré quelqu'un d'intéressant, les visites commencent et le jeune homme peut se présenter à ta porte parce que les familles ont habituellement des journées de visite attitrées. Et la jeune Comme fille... à l'hôpital. Oui. Et la jeune fille peut subtilement laisser entendre là, qu'elle recevrait le jeune homme... le lundi soir. Tout se passe au salon et la famille est toujours proche, est toujours impliquée dans le choix, dans les rendez-vous. Et plus le siècle avance, par contre, il va y avoir des sorties parce que, comme je disais plus tôt, il y a plus de loisirs commerciaux. Donc, on peut aller en promenade, on peut aller en automobile, au théâtre ou au cinéma. Mais toujours avec un chaperon ou entre amis.
Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les fréquentations ne devraient avoir qu'un seul but, le mariage. Donc, il est possible d'avoir plusieurs fréquentations là, en même temps pour juger plusieurs personnes, mais une fois que la fréquentation devient sérieuse, donc dure depuis plus d'1 an d'assiduité, donc plus d'une fois par semaine, là, il faut se décider, faire des plans ou des promesses. Une fréquentation trop longue, c'est dangereux parce que pas le droit de donner de bisous, hein? Ça, c'est très mal vu avant que ce soit fiancé. Puis là, j'ai pas beaucoup de temps pour vous parler de slut-shaming, mais ça, c'est pas nouveau, hein? Donc, une fille qui embrasse quelqu'un qui n'est pas son fiancé, c'est mal vu. Et les jeunes hommes vont même tester la vertu des jeunes filles et si elles ne respectent pas la réserve féminine, c'est ça, c'est pas une femme à marier. Donc voilà. Et aussi, l'autre fait intéressant, faut bien s'assurer de sortir avec une bonne personne. Et pour ça, quoi de mieux que de stalker quelqu'un, hein, quand tu connais rien sur l'autre personne, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Le chef des réseaux sociaux à l'époque, c'est le curé. Donc tu lui demandes, hey, connais-tu si Daniel vient d'une bonne famille? Il va dire, ah oui, je connais toute sa famille, tout va bien. Et c'est un devoir de charité chrétienne de donner ces informations. Donc il faut écrire là, s'il vient d'une autre paroisse, on va écrire au curé et tout. Voilà. Ben merci beaucoup, Maud, de nous rappeler que ça fait du bien le changement. Ou presque. Bref, j'avais une petite annonce à faire rapidement avant de vous quitter. Le 20 février prochain se tiendra une conférence donnée par une de nos plus anciennes collaboratrices, Amélie Roy-Bergeron, et qui a pour titre « À l'ombre de la grande ville, le village de Lorimier, 1895-1909 ». La conférence porte donc sur l'histoire de la municipalité, son développement et les gens qui y ont habité. Amélie a complété un mémoire justement à ce sujet, donc ça promet. Si vous désirez y assister, c'est à la Société d'histoire de Rosemont-Petite-Patrie et c'est gratuit pour les membres, 7$ pour les inconnus. Voilà. Enfin, je voudrais remercier tout le monde en studio.